Je suis Cameron, j'ai 28 ans, et il y a 10 ans, mes parents ont essayé de me faire passer la frontière pour me faire sectionner les cordes vocales et reconstruire le visage parce que j'ai atteint la puberté avant mon frère. Avant de vous raconter le moment où je me suis réveillé paralysé dans un fauteuil roulant à l'aéroport de Los Angeles, entouré par la police, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Si vous entriez dans mon garage en ce moment, vous verriez quelque chose qui déroute la plupart des gens. J'ai 4 voitures garées là. Ce sont toutes des Porsche 911. Même année, même modèle, même moteur, mais la première est d'un bleu nuit profond. La deuxième est d'un jaune vif et criard. La troisième est noir mat et la quatrième est d'un argent classique. Les visiteurs me demandent pourquoi je n'en prends pas qu'une seule ou pourquoi je ne prends pas des voitures entièrement différentes. Je leur dis que c'est un rappel. C'est un rappel que vous pouvez avoir exactement le même châssis, exactement la même marque et exactement la même origine, mais être tout de même complètement différent là où ça compte. Je suis un quadruplé. Moi, Julian, Lucas et Noah. Pour le monde extérieur, les quadruplés Matthews étaient un miracle. Nous étions les célébrités locales de notre riche banlieue du Connecticut. Mais à l'intérieur des murs de notre manoir colonial, nous n'étions pas des enfants. Nous étions un inventaire. Mon père, Arthur, était un mannequin de catalogue raté qui ne s'est jamais remis du fait que son visage ne lui ait pas rapporté des millions. Ma mère, Eleanor, était le génie du marketing. Elle ne voulait pas 4 fils. Elle voulait un ensemble. Elle voulait une marque. La règle dans notre maison était absolue. La règle du miroir a commencé quand nous avions 6 ans. Chaque matin à 6 heures, avant le petit déjeuner, avant même de pouvoir nous brosser les dents, nous devions nous aligner dans la salle de bain principale. Nous nous tenions torse nu, en rang, organisés par ordre de naissance. Cameron, Julian, Lucas, Noah. Mère parcourait la ligne avec un ruban à mesurer de couture jaune et froid. Elle ne nous mesurait pas pour des vêtements. Elle nous mesurait pour les déviations. Cameron, tes cheveux sont plus longs de 6 mm que ceux de Julian, disait-elle, sa voix dénuée de chaleur, ressemblant plus à celle d'un responsable du contrôle qualité dans une usine. Clic, elle les coupait sur le champ, les cheveux tombant sur mes épaules nues. Lucas, tu te tiens voûté. Tu as l'air plus petit que Noah. Redresse-toi. Elle enfonçait sa phalange dans sa colonne vertébrale jusqu'à ce qu'il crie et se tienne raide. Noah, tu as un bleu sur le tibia. Julian n'a pas de bleu. Couvre-le. Maintenant. Julian, toujours Julian. Vous voyez, dans chaque ensemble de multiples, il y a des variations. Mais dans notre maison, Julian était le témoin. Il était l'enfant chéri. Il avait la symétrie parfaite, le sourire angélique, la voix de ténor douce qui faisait pâmer les dames à l'église. Il était le standard. Le reste d'entre nous, moi, Lucas, Noah, n'étions que des copies qui nécessitaient une retouche constante pour correspondre à l'original. Si Julian attrapait un rhume, nous devions tous prendre des médicaments pour avoir l'air également fatigués. Si Julian aimait le porridge, nous mangions tous du porridge. Si Julian voulait apprendre le piano, nous étions tous assis devant 4 claviers à frapper les touches. Même si je détestais la musique et que je voulais juste démonter le piano pour voir comment fonctionnaient les marteaux. Mais on ne peut pas combattre la biologie éternellement. C'est là que le vrai cauchemar a commencé. C'est là que la réparation a commencé. J'avais 14 ans quand les fissures dans leur reflet parfait sont apparues. Je me suis réveillé un matin et ma voix a mué. Elle a baissé d'une octave. J'avais atteint la puberté en premier. Au petit déjeuner ce matin-là, j'ai demandé le beurre. Ma voix a résonné. Ce n'était plus le ton aigu et doux d'un enfant. C'était un son rauque et profond. Le silence à table était assourdissant. Mon père a baissé son journal. Ma mère a lentement posé sa tasse de café. Ils m'ont regardé comme si je venais de vomir sur la table. Ils m'ont regardé avec dégoût. Tu parles comme un camionneur, a murmuré ma mère. Elle a regardé Julian. Julian avait toujours une voix de garçon de cœur. Je n'y peux rien, ai-je marmonné, le visage brûlant. Répare ça, a dit mon père. Ne parle que si tu peux parler correctement. Pendant 3 mois, j'ai essayé de monter ma voix. Je me suis forcé la gorge jusqu'à ce qu'elle soit à vif. Mais la biologie est une machine implacable. Puis est venue la taille. J'ai grandi d'un coup. J'ai pris 5 cm en un été. Soudain, dans l'alignement,
j'étais la dent de travers. J'étais plus grand que Julien. C'était la première fois qu'il m'emmenait chez un médecin, pas un pédiatre, un spécialiste de la gestion de la croissance. Je me souviens d'être assis sur le papier crissant de la table d'examen. Le médecin, un homme qui sentait le tabac froid et l'eau de Cologne chère, ne regardait pas mon dossier médical. Il regardait une photo de Julien que ma mère avait scotchée au mur. Il ruine l'esthétique, a expliqué ma mère en se tordant les mains. Nous avons une séance photo pour la carte de vœux dans 3 mois. Il a l'air d'un monstre à côté des autres. Il est trop grand, trop brut. Un monstre. J'avais 14 ans. J'étais son fils. Et elle m'appelait un monstre parce que j'avais grandi. Le médecin a hoché la tête. Nous pouvons le mettre sous suppresseur. Des estrogènes à haute dose pour bloquer les cartilages de croissance. Cela pourrait aussi adoucir un peu les traits. L'empêcher d'avoir l'air si robuste. Faites-le, a dit mon père depuis le coin. Il ne m'a même pas regardé. Ils m'ont mis sous pilule. Ils m'ont dit que c'était des vitamines spéciales pour mes os. Mais je savais. Je savais parce que je sentais les changements. J'étais malade tout le temps. Mon énergie a disparu. J'ai arrêté de grandir. Mais j'ai aussi arrêté de me sentir moi-même. Je me sentais dans le brouillard, lourd. Pendant ce temps, Lucas avait le problème inverse. Il ne développait pas assez de muscles pour correspondre à la carrure athlétique de Julien. Alors, pendant qu'on me freinait chimiquement, on gavait Lucas de chaque protéiné qui le faisait vomir et on le forçait à soulever des poids au sous-sol jusqu'à ce que ses bras tremblent. Nous étions des pièces de puzzle martelées pour s'emboîter. Mais le vrai tournant, le moment où j'ai su que ce n'était pas seulement de la mauvaise éducation, mais quelque chose de criminel, s'est produit une semaine après mon 17e anniversaire. J'avais trouvé un sanctuaire. Au bout de la rue, à environ 3 km, se trouvait un vieux garage de réparation automobile tenu par un type nommé Oncle Ben. Il n'était pas vraiment mon oncle, juste un vieux mécanicien gentil qui a vu un gamin triste passer et lui a offert un soda un jour. J'ai commencé à m'éclipser. Je disais à mes parents que j'allais faire un jogging synchronisé avec les frères, mais je me détachais et je courais au garage. Ben m'a tout appris. Il m'a appris à changer l'huile, à reconstruire un carburateur, à écouter un moteur et à diagnostiquer un raté d'allumage. Pour la première fois de ma vie, mes mains étaient utiles. Elles n'étaient pas seulement des accessoires pour une photo. Elles étaient couvertes de graisse, tenant des clés à molette, faisant fonctionner les choses. Un après-midi, j'étais sous une Mustang de 69, luttant avec un boulon rouillé. Je l'ai finalement desserré et j'ai poussé un cri de joie. « Tu as un don, gamin », a dit Ben en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Tu as le toucher d'un mécanicien. Tu es fort. » Fort. Personne ne m'avait jamais appelé comme ça. À la maison, j'étais le grand ou le maladroit. Je suis rentré ce jour-là en oubliant de me laver les ongles parfaitement. Je suis entré dans la cuisine et ma mère était là avec son iPad. « Cameron », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Viens ici. » Elle a attrapé ma main. Elle a vu la graisse sous mes ongles. Son visage s'est tordu. « Qu'est-ce que c'est que cette saleté ? » J'ai réparé un pneu crevé pour un voisin, ai-je menti. Elle a sorti une lime à ongles et a commencé à gratter ma peau, fort. Tu n'es pas un mécanicien, Cameron. Tu es un Matthews. Nous n'avons pas de graisse sous les ongles. Nous sommes propres. Nous sommes parfaits. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Elle a touché ma mâchoire. Elle s'était carrée malgré les pilules d'il y a des années. Mon nez avait une légère bosse due à une chute de vélo. Une bosse que Julien n'avait pas. Tu dérives, Cameron, a-t-elle murmuré. Tu dérives si loin du modèle. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis descendu chercher de l'eau. Ma mère avait laissé son iPad sur l'îlot de la cuisine. Il s'est déverrouillé d'un simple glissement. Elle n'utilisait jamais de code parce qu'elle ne pensait pas que nous étions assez intelligents pour fouiner. J'ai vu une chaîne de mails ouverte. L'objet était, confirmation finale, clinique de Tijuana. Le forfait quadruplé. Mon cœur battait la chamade. J'ai cliqué dessus. C'était d'un docteur Alvarez. Madame Matthews, nous avons examiné les photos. Nous pouvons procéder. Nous raboterons la mâchoire de Cameron pour correspondre au profil plus doux de Julien. Nous pouvons faire la rhinoplastie pour corriger la déviation de l'arête.
Concernant la voix, c'est risqué, mais une glottoplastie partielle peut raccourcir les cordes vocales et augmenter la hauteur de façon permanente. Cependant, les cicatrices sont inévitables. J'ai fait défiler vers le bas. Il y en avait plus. Pour Lucas, nous insérons les implants pectoraux. Pour Noah, la chirurgie d'allongement des jambes est prévue. Coût total, 150 000 $. En espèces uniquement. Pas de dossier aux États-Unis. J'ai failli laisser tomber l'iPad. Ils ne se contentaient plus de nous coiffer. Ils allaient nous dépecer. Ils allaient me scier la mâchoire. Ils allaient me couper la gorge pour que je parle à nouveau comme un garçon de cœur. J'ai regardé la date. Le rendez-vous était pour ce week-end, les vacances en famille dont il parlait. Je suis resté dans la cuisine sombre, le bourdonnement du réfrigérateur seul bruit. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre. J'ai vu un jeune homme, un homme qui aimait les voitures, qui aimait la graisse, qui avait une voix grave et une mâchoire carrée, et j'ai réalisé que dans 3 jours, cet homme serait mort. Ils allaient tuer Cameron et le remplacer par une copie balafrée de Julian. Je devais m'enfuir, mais je ne pouvais pas simplement partir. Je devais sauver Lucas et Noah. Et Dieu m'aide, j'ai réalisé que je devais probablement sauver Julian aussi. Avant de vous raconter comment j'ai planifié l'évasion, vous devez comprendre le niveau de guerre psychologique dans lequel nous vivions. Vous devez savoir pourquoi nous n'avons pas simplement appelé la police il y a des années. Quand on est élevé dans une secte, on ne sait pas qu'on est dans une secte. On pense que le reste du monde est désordonné et faux. Mes parents étaient des maîtres du gaslighting. Ils nous ont convaincus que nos corps naturels étaient défectueux. Prenez les vitamines, par exemple. Après cette première visite chez le médecin quand j'avais 14 ans, les pilules sont devenues obligatoires. Chaque matin, en plus de la règle du miroir, il y avait le rituel des vitamines. Mon père se tenait là avec un verre d'eau et me regardait les avaler. C'est pour la densité de tes os, Cameron, disait-il. Tu grandis trop vite. Tes os sont fragiles. Si tu ne prends pas ça, tes jambes pourraient se casser juste en marchant. Je l'ai cru. J'étais terrifié à l'idée de me casser les jambes. Alors, j'ai avalé les bloqueurs d'estrogène et les suppresseurs d'humeur. Les effets secondaires étaient brutaux. J'ai développé une gynécomastie, un gonflement du tissu mammaire. Quand j'ai paniqué et que je l'ai montré à ma mère, elle ne m'a pas retiré les médicaments. Elle m'a acheté un gilet de compression. C'est juste de la graisse de bébé, Cameron, a-t-elle dit en serrant les sangles jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer profondément. Tu manges trop. Sois plus comme Julian. Regarde comme il est mince. J'ai porté ce gilet pendant 2 ans. Dans les vestiaires de l'école, je me changeais dans une cabine de toilette parce que j'étais terrifié que quelqu'un le voie. J'étais terrifié qu'il voie que je n'étais pas un vrai garçon. Puis il y avait Lucas. Lucas était le gringalet. Il était naturellement plus petit, plus nerveux. Il voulait être écrivain. Il passait des heures à lire dans un coin, mais ça ne correspondait pas à la marque. La marque, c'était les garçons athlétiques américains. Alors, mon père a construit une salle de sport au sous-sol. Ce n'était pas un lieu de santé. C'était une chambre de torture. Je me souviens d'une nuit, environ 6 mois avant la découverte de Tijuana. Je me suis réveillé au son d'un sanglot grave et guttural venant du sous-sol. Je suis descendu les escaliers sur la pointe des pieds. L'air sentait la sueur rance et le fer. Mon père se tenait au-dessus de Lucas, qui était sur le banc de musculation. La barre était chargée d'un poids bien trop lourd pour un garçon de 16 ans de sa taille. Debout, a aboyé mon père. Julian a fait 10 répétitions. Tu n'en as fait que 6. Tu veux être le maillon faible? Tu veux ruiner l'ensemble? Les bras de Lucas tremblaient violemment. Son visage était violet. Papa, je ne peux pas. Mon épaule. Pousse. Lucas a poussé et puis. Pop. Le son ressemblait à une branche sèche qui se brise dans une serviette humide. Lucas a crié. La barre s'est écrasée sur sa poitrine. J'ai couru. Enlève-la. Ai-je crié en attrapant la barre. Mon père a juste regardé Lucas avec une froide déception. Il ne s'est pas précipité pour aider. Il m'a regardé lutter pour soulever le poids de la poitrine écrasée de mon frère. Quand nous avons finalement relevé Lucas, son bras gauche pendait, inutile. Son épaule était clairement déboîtée. Peut-être que le muscle était déchiré.
Nous devons aller aux urgences, ai-je dit, la panique montant dans ma gorge. Pas d'hôpitaux, a dit mon père, sa voix calme. Ils poseront des questions. Ils penseront que nous le maltraitons. Tu veux que les services de protection de l'enfance viennent et vous emmènent? Tu veux être séparés? Tu veux ne plus jamais revoir Julien ou Noah? C'était leur atout maître. La menace de séparation. Ils savaient que nous nous aimions. Nous étions liés par le traumatisme. Je peux le réparer, a dit papa. Il a fait mordre à Lucas une ceinture en cuir. Il a attrapé le bras de Lucas. J'ai dû maintenir Lucas pendant que mon père remettait l'épaule en place. Lucas s'est évanoui de douleur. Pendant des semaines, Lucas n'a pas pu bouger son bras. Ma mère lui a acheté une écharpe qui correspondait à ses tenues pour que cela ressemble à un accessoire de mode sur les photos. Ils ont dit à tout le monde à l'église qu'il était tombé de son vélo. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, écoutant Lucas gémir dans son sommeil, j'ai regardé Julien. Julien dormait profondément. Il était parfait. Ses muscles étaient définis mais pas volumineux. Ses cheveux étaient brillants. Il était l'idole dorée à laquelle nous étions tous sacrifiés. Pendant longtemps, j'ai détesté Julien. Je pensais qu'il était complice. Il n'a jamais été puni. Il n'a jamais eu les pilules. Il n'a jamais été forcé d'aller à la salle de sport du sous-sol. Mais j'avais tort. Quelques nuits après avoir trouvé l'email sur la chirurgie, j'étais de nouveau dans la cuisine en train de planifier. J'essayais de trouver comment obtenir nos certificats de naissance. J'ai entendu un bruit dans la salle de bain. C'était le son d'un haut-le-cœur. Je me suis dirigé vers la porte. Elle était entr'ouverte. Julien était à genoux devant les toilettes. Il avait les doigts au fond de la gorge. Il se forçait à vomir le dîner que nous venions de manger. Il a tiré la chasse d'eau, haletant, la sueur coulant sur son visage. Il s'est regardé dans le miroir. Il a sorti le ruban à mesurer jaune, le ruban de mer, dessous l'évier. Il a mesuré sa taille. Trop gros, s'est-il murmuré. Trop gros. Elle le remarquera. Ma colère s'est évaporée, remplacée par une tristesse froide et lourde. Julien n'était pas le maître. Il était le prisonnier avec la plus belle cellule. Il était terrifié à l'idée de perdre son statut. Il était terrifié que s'il prenait un gramme ou avait un bouton, il serait jeté dans le tas à réparer, avec le reste d'entre nous. J'ai frappé doucement. Julien a sursauté, se retournant, les yeux écarquillés de terreur. Cam, a-t-il haleté. Ne le dis pas. S'il te plaît, ne le dis pas à maman. Je suis entré et je me suis assis sur le bord de la baignoire. Je suis au courant pour le Mexique, Julien. Son visage est devenu pâle. Tu sais? J'ai vu les emails. Ils vont me couper le visage. Ils vont me couper la gorge. Julien s'est affalé contre le mur. Il a serré ses genoux. Je les ai entendus parler, a-t-il admis. Papa a dit. Papa a dit, si tu n'as pas l'air bien pour le pilote de l'émission de télé-réalité, il pourrait simplement t'envoyer en pension. Ou pire. Émission de télé-réalité? C'est la grande surprise, a dit Julien, des larmes coulant sur son visage. Ils ont signé un contrat. The Quad Squad. TLC ou quelque chose comme ça. Le tournage commence le mois prochain. C'est pour ça qu'ils ont besoin que tu sois réparé. Tu dois me ressembler, Cam, ou le contrat est nul. Ils nous ont vendus, ai-je dit. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Nous n'étions pas seulement un inventaire. Nous étions de la marchandise. J'ai peur, Cam, a murmuré Julien. Je ne veux plus être le garçon en or. J'ai faim. J'ai si faim tout le temps. J'ai posé une main sur son épaule. Elle semblait frêle sous la chemise sur mesure. Il était affamé. On s'en va, ai-je dit. Pas seulement moi. Nous tous. On ne peut pas, Julien a secoué la tête. Ils ont des alarmes sur les portes. Ils ont les passeports. Ils ont l'argent. J'ai un plan, ai-je menti. Je n'avais pas encore de plan. Mais j'avais la rage et un esprit de mécanicien. Je savais comment démonter les choses. Maintenant, il me fallait juste trouver comment démanteler le contrôle de mes parents. Mais je les ai sous-estimés. J'ai sous-estimé à quel point ils surveillaient de près.
La date limite était les « vacances en famille » à San Diego, d'où nous traverserions la frontière vers Tijuana. C'était dans 4 jours. Je devais rassembler de l'argent, obtenir nos documents et trouver un véhicule. Mais avant l'évasion, nous avions une dernière représentation, la fête d'anniversaire. C'était notre 17e anniversaire. Mes parents avaient loué la salle de bal du country club local. Ce n'était pas une fête pour nous. C'était un événement de lancement pour la marque Quad Squad, bien que personne ne connaisse encore les détails de l'accord télévisé. Le code vestimentaire était blanc d'été. Ma mère a posé 4 costumes en lin blanc identiques sur nos lits. Pas un pli, nous a-t-elle prévenu. Le photographe de Vanity Fair pourrait être là. J'ai mis le costume. C'était comme une camisole de force. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu Julien me regarder en retour, mais une version déformée et malheureuse. Nous sommes arrivés au club. Il y avait des centaines de personnes. Des gens que nous ne connaissions pas, des investisseurs, des producteurs, des arrivistes. On nous a placés sur une estrade comme des statues. Souriez, les garçons, a sifflé mon père entre ses dents, saluant un homme en blazer de velours. Sourire synchronisé. 3, 2, 1. Nous avons montré les dents que nous avions passé des milliers de dollars en orthodontie à perfectionner. La nuit s'est poursuivie. La chaleur dans la pièce était étouffante. Je sentais le col de ma chemise m'étrangler. J'ai vu Lucas se frotter son épaule douloureuse. L'humidité la faisait souffrir. Noah changeait de poids. Les talonnettes qu'on le forçait à porter pour correspondre à ma taille lui causaient des ampoules. Et puis j'ai vu oncle Ben. Il travaillait au service de voiturier à l'extérieur, mais il s'était faufilé au bord de la salle pour me faire un signe de la main. Il avait l'air déplacé dans sa combinaison de travail graisseuse, mais il m'a fait un pouce levé. Le voir, une personne réelle, une personne libre, a fait craquer quelque chose en moi. Je suis descendu de l'estrade. Cameron, retourne en formation, a murmuré ma mère agressivement. Je l'ai ignoré. Je me suis dirigé vers le buffet. Il était garni de caviar et de champagne. J'ai attrapé un mini-burger, quelque chose qu'il nous était interdit de manger à cause des glucides. J'en ai pris une bouchée. Puis, devant tout le monde, j'ai enlevé ma veste en lin blanc et je l'ai laissée tomber par terre. Un hoquet de surprise a traversé la pièce. J'ai déboutonné mes poignets et j'ai retroussé mes manches. Mes avant-bras étaient épais à force de travailler au garage. J'avais une cicatrice sur le bras gauche due à un tuyau d'échappement chaud. J'avais de la graisse incrustée dans mes cuticules que je n'avais pas réussi à enlever. Je suis resté là, mangeant un burger, les manches retroussées, révélant le « monstre » en dessous. Une femme au premier rang, une riche donatrice, a pointé du doigt. « Oh, regardez celui-là. Il est robuste. Il est en fait assez beau comme ça. » Ma mère s'est figée. C'était le pire résultat possible. Non pas que j'étais laid, mais que j'étais différent et apprécié pour ça. Cela détruisait le récit de l'ensemble parfait. Mon père s'est approché. Il m'a attrapé le bras avec une poigne d'acier. Il a souri pour les caméras, mais sa voix était du pur venin. « Tu embarrasses cette famille », a-t-il murmuré. « Tu ternis la marque. » « Je ne suis pas une marque, ai-je dit assez fort pour que les gens à proximité entendent. « Je suis Cameron. » Mon père m'a traîné dehors. « Dites au revoir à vos amis, les garçons. » Cameron ne se sent pas bien, a-t-il annoncé joyeusement. On nous a poussés dans la limousine. Le trajet de retour s'est fait en silence. Un silence terrifiant. Quand nous sommes rentrés à la maison, mon père n'a pas crié. Il était trop en colère pour crier. Il nous a tous emmenés à la salle de sport du sous-sol. « Asseyez-vous » a-t-il ordonné. Moi, Julien, Lucas, Noah. Nous nous sommes assis sur les bancs de musculation. « Tu veux être un individu, Cameron » a dit papa en faisant les 100 pas, « tu veux te démarquer ?» Très bien. Mais dans cette maison, quand l'un échoue, tous paient. C'est la règle de l'unité. Il a sorti une tondeuse électrique. Puisque Cameron ne peut pas maintenir la coiffure, aucun de vous n'aura de cheveux. Mon estomac s'est noué. Non, ai-je dit en me levant. Fais-le à moi. Laisse-les tranquilles. Assieds-toi, a-t-il rugi en me repoussant. Il a commencé par Julien, l'enfant chéri. S'il te plaît, papa, a sangloté Julien.
S'il te plaît, pas les cheveux. J'ai mon bal de promo le mois prochain. Mon père n'a pas hésité. BZZZ. Il a passé la tondeuse en plein milieu de la tête de Julien. D'épaisses mèches blondes sont tombées sur le sol en béton. Julien a fermé les yeux, des larmes coulant sur son visage, vibrant de sanglots silencieux. Il a rasé Julien à blanc, puis Lucas, puis Noah. Ils pleuraient tous. J'étais le dernier. Quand il est arrivé à moi, je n'ai pas pleuré. Je l'ai fixé dans le reflet du miroir de la salle de sport. J'ai mémorisé son visage. J'ai mémorisé la haine dans ses yeux. Voilà, a dit ma mère depuis l'embrasure de la porte, regardant 4 adolescents chauves et brisés. Maintenant, vous êtes à nouveau assortis. On achètera des perruques pour la séance photo et le docteur Alvarez réparera le reste au Mexique. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, sentant l'air froid sur mon crâne, j'ai su que je ne pouvais pas attendre le moment parfait. Nous devions partir demain soir, la nuit avant le vol. Les gars, ai-je chuchoté dans l'obscurité de notre chambre partagée. Préparez un sac, petit, seulement l'essentiel. On part à 2 heures du matin demain. Où irons-nous, a demandé Noah, la voix tremblante. Chez oncle Ben, ai-je dit. Il a un camion. Il peut nous amener à la frontière de l'État. De là, on avisera. Ils vont nous tuer, a dit Lucas. Ils sont déjà en train de nous tuer, ai-je répondu. Ils le font juste lentement. Julien était silencieux. Julien, ai-je demandé. Tu es avec nous? Il s'est tourné pour me faire face. Au clair de lune, sans ses cheveux, il ressemblait à un squelette. Il ressemblait à un prisonnier de guerre. Je ne peux pas y aller, a murmuré Julien. Quoi? Je ne peux pas. Si on part tous, ils nous traqueront avec des détectives privés. Ils ont de l'argent, Cam. De l'argent illimité. Alors on reste et on se fait dépecer? Non, a dit Julien. Un regard étrange a traversé son visage. Un regard de résolution que je n'avais jamais vu auparavant. Partez, vous autres. Je reste. Je les distrairai. Je leur dirai. Je leur dirai que je vous ai aidé à vous échapper parce que j'étais jaloux. Pas question, ai-je dit. C'est la seule façon, a insisté Julien. Je suis l'enfant chéri. Ils ne me feront pas aussi mal. Ils ont besoin de moi pour l'émission. Mais toi, Cam, si tu vas au Mexique, tu ne reviendras jamais. J'ai entendu maman au téléphone. Elle a demandé au médecin si la chirurgie vocale pouvait être accidentellement silencieuse si elle ne fonctionnait pas. Elle préférerait que tu sois muet plutôt qu'avec une voix grave. Un frisson m'a parcouru l'échine. On part ensemble, ai-je dit fermement. Tous ou aucun. C'était mon erreur. Je pensais que j'étais le chef. Je pensais que j'étais le plus fort. Mais je n'avais pas réalisé que mes parents avaient toujours 5 longueurs d'avance. Le lendemain fut une masterclass d'acting. Nous devions faire semblant que tout était normal. Nous devions faire semblant que nous ne complotions pas une mutinerie. Nous nous déplacions dans la maison comme des fantômes. J'ai réussi à voler nos passeports dans le bureau de mon père pendant qu'il était en conférence téléphonique. Je les ai cachés dans la doublure de mon sac de sport. J'ai envoyé un texto à oncle Ben depuis un téléphone prépayé que j'avais acheté en espèces en réparant des voitures. Moi ce soir, 2 heures du matin. Au bout de l'allée. S'il te plaît, Ben. Je serai là, gamin. Avec le plein. Le dîner de ce soir-là était censé être une célébration. Bon voyage, l'a appelé ma mère. Elle a fait des lasagnes, un autre repas riche en glucides que nous n'avions habituellement pas le droit de manger. C'était comme le dernier repas d'un prisonnier. Nous étions assis à la longue table en acajou. Le lustre scintillait au-dessus de nous. Nos têtes chauves reflétaient la lumière. C'était grotesque. Je suis si fier de vous, les garçons, a dit ma mère en versant du cidre pétillant dans des flûtes en cristal. Ce voyage va être un nouveau départ, un nouveau commencement. Vous serez enfin les meilleures versions de vous-même. À la perfection, apportez un toast mon père. À la perfection, avons-nous marmonné. J'ai pris une bouchée de lasagne. Ça avait un goût de cendre. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à l'horloge sur le mur. 19h, 7h à tenir. Cameron, tu ne bois pas ton lait, a noté mon père. Il a montré le grand verre de lait chaud devant moi.
C'était un autre rituel. Constructeur d'os, l'appelait-il. Je n'ai pas soif, ai-je dit. Bois-le, a-t-il commandé. Tu as besoin du calcium pour la récupération de la semaine prochaine. J'ai regardé le lait. Il avait l'air normal, mais un instinct primitif dans mon cerveau criait « danger ». J'ai dit « je n'ai pas soif ». Mon père a frappé la table de sa main. Ne recommence pas, Cameron. Tu as perturbé la fête. Tu nous as humiliés. Tu vas boire ce fichu lait. J'ai regardé mes frères. Ils avaient tous bu le leur. Ils avaient l'air bien. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être que je devais juste me conformer une dernière fois pour garder la paix jusqu'à 2 heures du matin. J'ai pris le verre. Je l'ai bu d'une longue traite. Mon père a souri. C'était un sourire terrifiant. Il n'atteignait pas ses yeux. Bon garçon. 10 minutes plus tard, nous débarrassions la table. Je me suis penché pour ramasser une serviette que j'avais fait tomber. Quand je me suis relevé, la pièce a basculé. Le sol a semblé se précipiter vers moi. Ma vision s'est brouillée sur les bords. « Ouah » a dit Lucas en s'agrippant au dossier d'une chaise. « J'ai des vertiges. » J'ai regardé Noah. Il vacillait. « Non » ai-je chuchoté. « Non, non, non. » J'ai regardé mes parents. Ils étaient assis aux extrémités de la table, nous observant. Ils ne mangeaient pas. Ils ne buvaient pas. Ils se contentaient de regarder. « Qu'est-ce que vous avez fait » ai-je bredouillé. Ma langue était épaisse, comme si elle était en coton. Le docteur Alvarez a suggéré un sédatif léger pour le voyage, a dit ma mère calmement en s'essuyant la bouche avec une serviette. Il a dit que c'est mieux si vous dormez pendant le vol. Ça réduit l'anxiété. On ne prend l'avion que demain, ai-je réussi à dire. Mes genoux ont fléchi. J'ai attrapé le bord de la table pour rester debout. Changement de plan, a dit mon père en se levant. Il a vérifié sa Rolex. Le charter privé part à minuit. Nous ne voulions pas que vous preniez froid aux pieds. Ou que vous tentiez quelque chose de stupide. Il s'est dirigé vers la grille de ventilation près du sol. Il a pointé une minuscule lumière rouge clignotante à l'intérieur. Tu pensais vraiment pouvoir cacher un sac dans la ventilation, Cameron, a-t-il demandé. Nous avons installé des caméras dans chaque pièce il y a 3 ans. Nous sommes au courant pour le téléphone prépayé. Nous sommes au courant pour le mécanicien. Nous savons tout. Mon cœur s'est brisé. Il m'avait regardé faire mon sac. Il m'avait regardé voler les passeports. Il m'avait laissé croire que j'avais une chance juste pour l'écraser. Espèce de monstre, ai-je râlé. J'ai essayé de me jeter sur lui. Je voulais le plaquer, mais mes jambes ne suivaient plus. Je me suis effondré sur le tapis perçant. Je ne pouvais pas bouger les bras. Je ne pouvais bouger que les yeux. J'ai vu Lucas s'effondrer sur le sol. Noah est tombé face contre la table, renversant un vase. Et puis j'ai vu Julian. Julian était toujours assis sur sa chaise. Il avait l'air étourdi, clignant des yeux, mais il ne tombait pas. Il s'agrippait à la table, me fixant. Julian, ai-je essayé d'appeler, mais c'est sorti comme un grognement. Aide-moi à les mettre dans la voiture, Julian, a dit mon père. Quoi? Mon père s'est approché de Julian. Tu as pris l'antidote que je t'ai donné. Bien. Tu es le responsable. Aide-moi à porter tes frères. La trahison a coupé plus profondément que n'importe quel couteau. Julian était complice. Julian avait un antidote. J'ai regardé, impuissant, paralysé, pendant que mon père et un chauffeur privé qui était apparu de la cuisine soulevaient mon corps inerte. Lourd, a grogné le chauffeur. Poids mort, a dit mon père. Ils m'ont porté jusqu'au garage. Ils m'ont jeté à l'arrière d'un grand SUV. Ils ont empilé Lucas et Noah à côté de moi comme du bois de chauffage. J'étais allongé là, la joue pressée contre le siège en cuir. Je pouvais voir Julian se diriger vers la voiture. Il marchait de manière instable. Il avait l'air pâle. Il est monté sur la banquette arrière, juste à côté de moi. Mon père a claqué le coffre. Aéroport. Entrée du tarmac. Ne vous arrêtez pour rien. Alors que le moteur rugissait, l'un des moteurs que j'aimais, maintenant le moteur de mon transport de prisonniers, j'ai senti une main sur la mienne. C'était Julian.
Il s'est penché, mettant sa bouche juste à côté de mon oreille. Mes parents étaient à l'avant en train de parler du contrat, inconscient. Je n'ai pas pris l'antidote, a murmuré Julien. Sa voix tremblait. J'ai échangé les verres, Cam. Tu as bu ma demi-dose. J'ai bu la tienne. J'ai essayé de me concentrer sur son visage. J'ai recraché la plupart de la mienne dans la serviette, a respiré Julien. Mais toi, tu dois te réveiller. Je ne peux pas les combattre physiquement. Tu dois le faire. C'est toi le plus fort. Il a glissé quelque chose dans ma poche. C'était comme un petit morceau de métal pointu. Réveille-toi, Cam, a-t-il sangloté doucement. S'il te plaît, réveille-toi avant qu'on monte dans cet avion. Puis les yeux de Julien se sont révulsés et il s'est affalé contre moi, inconscient. J'étais piégé dans une boîte en métal en mouvement, paralysé avec 3 frères inconscients, en route vers un homme qui allait me trancher la gorge, et ma seule arme était une demi-dose de sédatif et ce que Julien avait mis dans ma poche. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut un flou de lampadaires défilant comme des stroboscopes dans un cauchemar. Mon esprit était un oiseau piégé se débattant contre la cage du sédatif. « Réveille-toi » criai-je intérieurement. « Bouge ton doigt. Bouge n'importe quoi. » Mais mon corps semblait rempli de béton. J'entendais mes parents à l'avant. Ils discutaient de l'itinéraire. Alvarez dit qu'il peut faire les 4 opérations simultanément s'il a 2 assistants, a dit mon père nonchalamment comme s'il discutait d'une rénovation de cuisine. Il faudra les garder sous sédation pendant au moins 48 heures après l'opération pour gérer la douleur et le choc. Assure-toi qu'il se concentre sur la mâchoire de Cameron, a répondu ma mère. Elle doit être au moins 15% plus étroite. J'ai concentré toute ma rage sur mon index droit. J'ai visualisé les terminaisons nerveuses s'activer. J'ai visualisé les bougies d'allumage d'un moteur s'enflammer. Bouge, bouge, bouge. Une secousse. Une minuscule secousse microscopique. C'était un début. La voiture a ralenti. Le changement de vibration m'a indiqué que nous avions quitté l'autoroute. Le tarmac était lisse. Le coffre s'est ouvert. L'air frais de la nuit s'est engouffré, sentant le kérosène. Prenez les fauteuils roulants, a ordonné mon père. J'ai senti des mains rudes m'agripper. J'ai été sorti, mou comme une poupée de chiffon, et jeté dans un fauteuil roulant. Ma tête a basculé sur le côté. J'ai vu un jet privé qui attendait à environ 50 mètres. Il ressemblait à un requin d'argent élégant. Ils ont chargé Lucas et Noah en premier. Ils étaient complètement inconscients. Puis Julien, puis moi. Mon père a poussé mon fauteuil. Il s'est penché près de mon oreille. Ne t'inquiète pas, mon fils. Quand tu te réveilleras, tu seras parfait. Nous nous déplacions vers l'avion. Le sifflement des turbines était assourdissant. C'était ça. Une fois dans cet avion, nous étions en territoire international. Nous étions partis. J'ai combattu la drogue avec tout ce que j'avais. L'adrénaline de la pure terreur commençait à brûler à travers le brouillard. J'ai senti l'objet que Julien avait mis dans ma poche. Il me rentrait dans la cuisse. Je me suis concentré sur la douleur. La douleur est bonne. La douleur vous réveille. J'ai réussi à faire glisser ma main de quelques millimètres le long de ma jambe. J'ai senti l'objet. C'était une petite clé, une clé à douille de 10 mm de ma boîte à outils. Julien a dû la subtiliser quand il a fait mon sac avant qu'il ne le trouve. Ce n'était pas une arme. C'était un outil, mais dans ma main, c'était une bouée de sauvetage. Nous avons atteint les marches de l'avion. Une hôtesse de l'air se tenait là, l'air inquiet. Ils ont l'air très fatigués, a-t-elle dit en regardant 4 garçons chauves et inconscients dans des fauteuils roulants. Un virus de la grippe, a menti ma mère sans effort. Nous les emmenons chez notre spécialiste à Cabo. Ils sont épuisés. Je vois, a dit l'hôtesse avec hésitation. Allons-y, a lancé mon père sèchement. Faites-les monter sur la rampe. Le chauffeur a commencé à pousser Lucas sur la rampe. Noah a suivi. Mon père a attrapé les poignées de mon fauteuil. Il m'a incliné en arrière pour faire passer les roues avant par-dessus le rebord de la rampe. C'était maintenant ou jamais. J'ai rassemblé chaque once de force de 10 ans de colère, 10 ans d'effacement. Je n'ai pas essayé de me lever. Je ne le pouvais pas. Au lieu de cela, j'ai jeté mon poids violemment vers la droite. Qu'est-ce que, a grogné mon père.
Le fauteuil roulant a basculé. Je me suis écrasé durement sur le tarmac. La douleur dans mon épaule était aiguë et électrique. Elle m'a éclairci la tête pendant une fraction de seconde. Cameron, a crié ma mère. Ramassez-le. Il fait une crise. Mon père a lâché le fauteuil et a attrapé mon col. Lève-toi, idiot. J'étais au sol. Mon visage était pressé contre l'asphalte froid. J'ai vu une paire de bottes noires polies s'approcher de nous. Un officier de police, la sécurité de l'aéroport. Tout va bien ici, a demandé une voix grave. Très bien, a crié mon père en essayant de me relever. Mon fils est malade, il est tombé. Nous devons le faire monter dans l'avion. Il a l'air lourdement sédaté, monsieur, a dit l'officier. Il s'est approché. J'ai levé les yeux. C'était l'officier. J'ai lu son badge. Je ne pouvais pas parler. Ma langue était encore engourdie. Si j'essayais de parler, cela ressemblerait à un gémissement, confirmant le mensonge de mon père sur ma maladie. Je devais lui montrer. Mon père me serrait le bras, ses ongles s'enfonçant. Officier, reculez. C'est une urgence médicale. J'ai serré la petite clé à douille dans ma paume moite. Je ne pouvais pas la brandir. Je n'avais pas l'effet de levier, mais j'avais la poigne du mécanicien, la poigne qu'oncle Ben louait. J'ai tendu la main gauche, celle que mon père ne tenait pas. J'ai attrapé la cheville de l'officier, et j'ai serré. J'ai serré avec le désespoir d'un homme qui se noie. J'ai enfoncé mes ongles dans son pantalon. L'officier a baissé les yeux. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai écarquillé les yeux autant que possible. J'ai secoué la tête d'une fraction de pouce. Non. 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 Puis j'ai utilisé mon pouce pour enfoncer la clé à douille dans l'os de sa cheville, fort. Aïe. Et a fait un bond en arrière. Il a regardé ma main. Il a vu la clé. Il a vu les bleus sur mon poignet là où mon père me serrait. Il a regardé mon père. Il a regardé l'avion. Il a regardé les 3 autres garçons affalés dans des fauteuils roulants comme des cadavres. La prise de conscience l'a frappé. Monsieur, lâchez le garçon, a dit, sa main descendant vers son étui. C'est mon fils, a craché mon père. Nous partons. Mon père a essayé de me traîner vers les escaliers. J'ai dit, lâchez-le. Et a sorti son tasé. Ma mère s'est jetée sur l'officier. Vous ne comprenez pas. Nous avons un emploi du temps. C'était le chaos. Répartiteur, j'ai besoin de renfort au hangar 4, a crié et dans sa radio. J'ai une situation de trafic possible. Des mineurs. Sans réaction. Trafic. Le mot a flotté dans l'air. Mon père a paniqué. Il m'a lâché et a couru vers les escaliers de l'avion. Démarrez les moteurs, a-t-il crié au pilote. Mais le pilote avait coupé les moteurs. Il regardait depuis la fenêtre du cockpit, horrifié. J'étais allongé sur le tarmac, haletant. L'adrénaline s'estompait et l'obscurité revenait, mais j'ai vu des lumières bleues clignotantes envahir le tarmac. J'ai vu des ambulanciers se précipiter vers Lucas et Noah. J'ai vu l'officier émenoter mon père, le poussant contre le côté du jet argenté brillant. Et puis j'ai senti une main sur mon épaule. J'ai levé les yeux. C'était Julian. Il s'était réveillé pendant l'agitation. Il était sorti de son fauteuil roulant et s'était traîné sur la rampe pour venir à moi. Il pleurait. Il m'a regardé, allongé, brisé, sur le sol. Tu l'as fait, Cam, a-t-il râlé, sa voix faible. Tu as brisé l'ensemble. J'ai essayé de sourire, mais mon visage ne fonctionnait pas. J'ai juste serré sa main. Alors que les ambulanciers me chargeaient sur une civière, j'ai regardé ma mère. Elle était emmenée menottée. Elle ne regardait pas mon père. Elle ne regardait pas la police. Elle me regardait. Et pour la première fois de ma vie, elle ne m'a pas regardé comme un projet à réparer. Elle m'a regardé avec une peur pure et sans mélange. Parce qu'elle savait. Elle savait que la copie venait de détruire le plan directeur original. Se réveiller à l'hôpital est généralement un cliché. Lumière blanche, machine qui bip, odeur d'antiseptique. Mais pour moi, me réveiller a été le premier moment de vraie liberté que j'ai jamais goûté. Je me suis réveillé environ 20 heures plus tard. J'avais l'impression que ma tête avait été fendue avec une hache.
Une gueule de bois du sédatif et mon épaule me lançait à cause de la chute. J'ai cligné des yeux, mes yeux se sont ouverts. Je n'étais pas dans une chambre partagée. J'étais seul. La panique m'a envahi pendant une seconde. Où sont-ils? Puis une infirmière est entrée. Elle a souri, un sourire sincère, pas un sourire pour la caméra. Vous êtes réveillé, a-t-elle dit doucement. Vous êtes en sécurité, Cameron. Vous êtes au centre médical Saint-Jude. Mes frères, ai-je croassé. Ma voix était rauque, mais c'était ma voix, grave, non coupée. Ils sont dans les chambres voisines, m'a-t-elle assuré. Tout stable. Les niveaux de drogue diminuent. Nous avons trouvé les. Elle a hésité. Point les suppresseurs hormonaux dans votre système aussi. Nous les éliminons. Quelques heures plus tard, une femme en tailleur gris est entrée. Elle s'est présentée comme Margaret, une assistante sociale des services de protection de l'enfance. Derrière elle se trouvait un homme avec une mallette. Cameron, a dit Margaret en s'asseyant près de mon lit. J'ai besoin que vous soyez courageux encore un peu. Nous devons vous dire ce que nous avons trouvé. Elle a étalé les photos. Ils avaient perquisitionné la maison. Ils ont trouvé la salle de sport, les caméras, la serrure sur le réfrigérateur. Mais ce n'était pas le pire. L'homme à la mallette s'est avancé. Je suis l'inspecteur Vance. Cameron, nous avons trouvé un contrat dans le coffre-fort de votre père. Il a posé un document sur la table de lit. L'accord de la série de télé-réalité, The Quad Squad, saison 1. Vos parents l'ont signé il y a 3 mois, a expliqué Vance. Ils ont reçu une prime à la signature de 2 millions de dollars. Mais il y avait une clause. Il a tourné à la page 14. Clause 7b, continuité visuelle. Les 4 sujets doivent maintenir une uniformité visuelle. Toute déviation de taille, de poids ou de structure faciale dépassant 5% de variance constitue une rupture de contrat et entraîne la résiliation immédiate et le remboursement de la prime. Ils ont dépensé l'argent, a dit Vance d'un air sombre. Ils ont acheté les nouvelles voitures. Ils ont remboursé l'hypothèque. Ils ont dépensé les 2 millions avant même que le tournage ne commence. Si vous vous étiez présenté au tournage avec un aspect différent, ils auraient été en faillite. Ils auraient tout perdu. J'ai fixé le papier. Ils ne me réparaient pas parce qu'ils voulaient que je sois beau. Ils me réparaient parce que j'étais une dette ambulante. Ma mâchoire valait 1 million de dollars pour eux. Mes cordes vocales étaient un passif. Il y a plus, a dit Margaret doucement. Le médecin au Mexique, le docteur Alvarez, n'est pas un chirurgien. C'est un vétérinaire qui a perdu sa licence il y a 10 ans. Il dirige une clinique clandestine. J'ai senti la bile me monter à la gorge. Un vétérinaire. Il nous envoyait chez un vétérinaire pour nous faire réarranger le visage. Où sont-ils, ai-je demandé. En détention, a dit Vance. Caution refusée. Tentative d'enlèvement. Mise en danger d'enfant. Conspiration en vue de commettre des lésions corporelles graves. Fraude médicale. La liste est longue, Cameron. Ils ne vont pas sortir. Je veux la voir, ai-je dit. Cameron, je ne pense pas que ce soit, a commencé Margaret. J'ai besoin de la voir, ai-je insisté. J'ai besoin qu'elle sache qu'elle n'a pas gagné. 2 jours plus tard, ils l'ont arrangé. Mes frères n'étaient pas prêts, mais moi si. Je suis entré dans la salle de visite de la prison du comté dans mon fauteuil roulant. Mon épaule était en écharpe. Ma mère était assise derrière la vitre. Elle avait l'air petite sans son maquillage, sans ses vêtements de marque. Elle ressemblait à un fantôme gris et flétri. Elle a pris le téléphone. J'ai pris le mien. Tu as l'air terrible, a-t-elle dit. Ses premiers mots. Pas de, je suis désolé. Pas de, ça va? Juste une critique. Je me sens très bien, ai-je dit, ma voix grave et grondante à travers le récepteur. Tu as tout gâché, a-t-elle sifflé. Nous avions tout prévu. Vous auriez été des stars. Vous auriez été aimés par des millions de personnes. Nous aurions été des marionnettes, ai-je dit. Et vous auriez été riches. Je l'ai fait pour vous, a-t-elle crié, son sang-froid se fissurant. Je vous ai rendus spéciaux. Qui es-tu sans l'ensemble? Tu n'es rien. Tu n'es qu'un mécanicien graisseux avec un grand nez et une voix forte. Je me suis penché en avant.
Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis Cameron, ai-je dit. Et c'est moi qui t'ai mise dans cette cage. Ça me semble assez spécial. J'ai raccroché le téléphone. J'ai fait demi-tour avec mon fauteuil roulant. Je n'ai pas regardé en arrière. La convalescence a été longue. Nous avons passé des mois en thérapie. Nous avons dû apprendre à être des individus. L'héritage est venu plus tard, ironiquement, d'une grand-mère qu'on nous avait dit être morte il y a des années, mais qui avait en fait été coupée par mes parents parce qu'elle refusait de participer à leur folie. Elle nous a tout laissé dans un trust que mes parents ne pouvaient pas toucher. Nous avons utilisé l'argent pour l'université, pour la thérapie, et pour des voitures. Aujourd'hui, Julien est psychologue. Il aide les enfants atteints de dysmorphie corporelle. Il a encore parfois des difficultés avec la nourriture, mais il va mieux. Il s'est laissé pousser la barbe. Elle est horrible, mais il l'adore parce qu'elle est à lui. Lucas est un entraîneur personnel, mais un entraîneur sain. Il enseigne la force fonctionnelle, pas l'esthétique. Son épaule a guéri en grande partie. Noah est architecte. Il construit des maisons uniques, asymétriques et belles. Et moi, je possède le Misfit Garage. Nous sommes spécialisés dans la restauration de voitures que d'autres ont abandonnées. Nous prenons des choses cassées et nous les faisons à nouveau fonctionner. Non pas en les rendant parfaites, mais en les rendant fortes. J'étais dans mon garage hier, regardant ces 4 Porsche, la bleue, la jaune, la noire, l'argentée. Elles sont différentes. Elles se conduisent différemment. Elles sonnent différemment, et c'est exactement comme ça que ça devrait être. L'arrestation à l'aéroport n'a pas été la fin du cauchemar. C'était juste la fin du silence. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de dépositions, de flashs d'appareils photo et de salles de conférences froides et stériles. Les médias se sont déchaînés. Ils nous ont appelés les 4 de Tijuana. Tout le monde voulait une interview. Oprah, Good Morning America, 60 minutes. Ils offraient tous des sommes folles pour entendre les garçons qui avaient failli être chirurgicalement transformés en boys band. Mais nous n'avons pas parlé. Pour la première fois de notre vie, nous avons exercé le droit de garder le silence. Nous avons été placés en famille d'accueil d'urgence, mais comme nous avions 17 ans et étions très médiatisés, c'était compliqué. L'État voulait nous séparer. Ils ont dit qu'aucune maison ne pouvait accueillir 4 adolescents avec de graves traumatismes. C'est là qu'oncle Ben est intervenu. Il n'avait pas de manoir. Il vivait dans une caravane double derrière le garage. Ça sentait l'huile de moteur et le vieux café, et c'était le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Il a demandé au tribunal la garde temporaire. Il a liquidé son fonds de retraite pour engager un avocat, un requin nommé Vance, spécialisé dans les affaires familiales à haut conflit. Ces garçons ne vont nulle part, a dit Ben au juge, portant son seul costume, qui était 2 tailles trop grand. Ils ont été traités comme du bétail toute leur vie. Si vous les séparez maintenant, vous finirez le travail que leurs parents ont commencé. Le juge l'a accordé. Nous avons dormi sur des matelas pneumatiques dans le salon de Ben pendant 6 mois. Nous avons mangé de la pizza. Nous avons regardé ce que nous voulions à la télé. Nous n'avions pas à mesurer notre nourriture. Nous n'avions pas à mesurer nos tailles. Le procès d'Arthur et Eleanor Matthews a été le dernier obstacle. Ils n'ont pas plaidé coupable. C'était l'insulte qui piquait le plus. Ils ont plaidé non coupable au nom du « droit parental ». Leur avocat de la défense a tenté de faire valoir que la chirurgie esthétique était un choix parental, comme des appareils dentaires ou une coupe de cheveux. Ils ont essayé de nous dépeindre comme des adolescents ingrats et rebelles qui avaient inventé une histoire pour ruiner leur réputation. J'ai dû témoigner contre eux. Je me souviens d'être assis à la barre, regardant mon père. Il portait une combinaison orange. Il avait l'air plus petit sans ses costumes sur mesure. Il me fusillait du regard, articulant le mot « traître ». Ma mère ne me regardait même pas. Elle était occupée à prendre des notes sur un bloc-notes, griffonnant agressivement, critiquant probablement la cravate du procureur. Cameron, m'a demandé le procureur. Avez-vous consenti à ces procédures? Non, ai-je dit. Vos parents vous ont-ils dit que vous aviez le choix? Mes parents m'ont dit que l'amour était conditionnel, ai-je répondu, la voix stable. Ils m'ont dit que si je ne correspondais pas au moule, j'étais un inventaire défectueux. Le jury n'a pas mis longtemps. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Conspiration en vue de commettre des lésions corporelles graves, mise en danger d'enfants,
fraude médicale et tentative d'enlèvement. Ils ont été condamnés à 25 ans chacun. Quand le marteau est tombé, je n'ai pas applaudi. J'ai juste expiré. C'était une respiration que je retenais depuis l'âge de 6 ans. Mais le vrai travail a commencé après que les portes de la prison se soient refermées. Nous avons dû apprendre à être des êtres humains. Nous avions 18 ans à l'époque, des adultes légaux. Nous n'avions pas d'argent. Le gouvernement a saisi les actifs de nos parents pour payer leur défense et les amendes massives. Nous partions de zéro. Du moins, c'est ce que nous pensions. Une semaine après notre 18e anniversaire, l'avocat Vance nous a appelés à son bureau. Il a posé un dossier épais sur le bureau. « Votre grand-mère » a dit Vance. « Bethany Matthews. Elle est morte quand nous avions 10 ans » a dit Julian. « Maman a dit qu'elle avait eu une crise cardiaque. Elle est morte l'année dernière » a corrigé Vance. « Vos parents l'ont coupée de votre vie parce qu'elle a menacé de les signaler au service de protection de l'enfance il y a des années. Ils vous ont dit qu'elle était morte pour vous empêcher de la contacter. Il a fait glisser un chèque sur la table. Elle a créé un fonds en fiducie. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne pouvait pas le prouver. Alors, elle a fait la seule chose qu'elle pouvait. Elle a économisé chaque centime de sa pension, de ses investissements et de la vente de sa maison. Elle a tout mis dans un fonds d'héritage protégé que vos parents ne pouvaient pas toucher. Il ne devait être libéré que lorsque le plus jeune d'entre vous aurait 18 ans. Ce n'était pas des millions, mais c'était suffisant. C'était un fonds pour les études. C'était un filet de sécurité. C'était un message d'outre-tombe que quelqu'un nous avait réellement aimés pour ce que nous étions. Nous avons pris des chemins séparés, non pas parce que nous ne nous aimions pas, mais parce que nous avions besoin de découvrir qui nous étions quand nous n'étions pas alignés. Julian a eu le plus de mal. Il avait été l'enfant chéri, celui qui était récompensé pour sa conformité. Sans la structure du contrôle de nos parents, il a un peu dérapé. Il a pris 22 kilos en 6 mois, mangeant tout ce qui lui avait été refusé. Il s'est laissé pousser une barbe qui couvrait la moitié de son visage. Il a disparu dans les livres, mais il a fait le travail. Il a utilisé sa part de l'héritage pour aller en faculté de médecine. Il voulait comprendre l'esprit humain, pour comprendre comment deux personnes pouvaient regarder leurs enfants et voir des objets. Lucas a pris son obsession pour la salle de sport et l'a retournée. Il a cessé de soulever pour le volume et a commencé à soulever pour la fonction. Il s'est mis à l'escalade, au yoga, des choses qui demandaient à un corps de bouger, pas seulement de poser. Il est devenu kinésithérapeute, aidant les gens à se remettre de blessures, réparant les choses qui étaient réellement cassées, contrairement à ce que notre père a essayé de lui faire. Noah a embrassé la symétrie. Il est allé à l'école d'architecture à Chicago. Il a conçu des bâtiments qui semblaient sur le point de tomber, des bâtiments aux arêtes vives et aux fenêtres dépareillées. Il a remporté des prix pour célébrer la beauté de l'imperfection. Et moi, je suis resté avec oncle Ben. J'ai travaillé dans ce garage tous les jours jusqu'à ce que mes mains soient tachées de graisse en permanence. Quand Ben est décédé il y a 3 ans, un enterrement auquel nous avons tous les 4 assisté, pleurant plus que nous ne le ferions jamais pour nos parents biologiques, il m'a laissé le garage. Je l'ai rebaptisé le « Misfit Garage ». J'ai embauché des gars qui avaient un casier judiciaire, des gars qui avaient été mis au rebut. Nous avons pris des voitures qui étaient des épaves, rouillées ou jugées irrécupérables, et nous les avons transformées en bêtes. La vie était belle. La vie était calme. Puis est venue la lettre. Elle est arrivée il y a 3 mois, un mardi. L'enveloppe portait le cachet de l'établissement correctionnel de l'État. Elle était adressée au « frère Matthews ». Je suis resté assis dans mon bureau à la regarder. Mes mains ont tremblé une seconde. Un tremblement fantôme du passé. J'ai appelé les gars, Julian, Lucas, Noah. Ils sont tous venus immédiatement. Nous nous sommes tenus autour de mon bureau, regardant l'enveloppe comme si c'était une bombe. On l'ouvre, a demandé Noah. Si on ne le fait pas, on se le demandera toujours, a dit Lucas. J'ai pris mon coupe-papier, un tournevis aiguisé, et j'ai fendu le haut. C'était de mon père. À mes fils, je vous vois dans les magazines. Je vois le garage, les prix d'architecture, le cabinet médical. Vous pensez que vous avez fait ça tout seul? C'est nous qui vous avons fait. Nous vous avons donné la volonté. Nous vous avons donné la discipline. La pression que nous avons appliquée à créer les diamants que vous êtes aujourd'hui. Vous réussissez parce que nous avons refusé de vous laisser être médiocre.
Votre mère et moi faisons appel. Nous avons épuisé nos fonds de cantine. En tant que vos créateurs, nous attendons qu'une allocation mensuelle soit déposée sur nos comptes. C'est le moins que vous puissiez faire après le malentendu qui nous a mis ici. Ne ternissez pas le nom de la famille en étant ingrat. Arthur. Le silence a rempli la pièce. L'audace était suffocante. Après 10 ans, après tout, il pensait toujours nous posséder. Il pensait toujours que notre succès était son produit. J'ai regardé Julian. Julian, le sensible, celui qui vomissait son dîner pour leur plaire. Julian a commencé à glousser. Puis il a commencé à rire. Ce n'était pas un rire fou. C'était un rire profond, qui secouait le ventre, de pure absurdité. Lucas s'est joint à lui. Puis Noah. Nous hurlions de rire. Nous rions jusqu'à ce que les larmes coulent sur nos visages. La peur avait disparu. L'emprise était brisée. Ce n'était pas une menace. C'était une blague. C'était le délire d'un narcissique qui avait perdu son pouvoir. Une allocation mensuelle. Lucas a essuyé ses yeux. Je vais lui envoyer la facture de mon opération de l'épaule. Je vais lui envoyer la facture de 10 ans de thérapie, a ajouté Julian. J'ai une meilleure idée, ai-je dit. Je suis sorti dans le garage. J'ai attrapé un appareil photo Polaroid. Alignez-vous, ai-je dit. Mais nous ne nous sommes pas alignés par ordre de taille. Nous nous sommes tenus en un groupe chaotique. Julian avec sa barbe épaisse et ses lunettes. Lucas en débardeur montrant ses tatouages. Noah dans son jean en désordre et taché de peinture. Et moi avec de la graisse sur le visage et une clé à molette à la main. Nous n'avons pas souri parfaitement. Nous avons fait des grimaces. Nous avons fait un doigt d'honneur. Nous avions l'air vivant. Nous avions l'air en désordre. J'ai pris la photo. Je l'ai mise dans une enveloppe. Je n'ai pas inclus de chèque. Je n'ai pas inclus de lettre. J'ai juste écrit un mot au dos de la photo. Dissemblable. Je l'ai posté le lendemain. Nous n'avons plus jamais entendu parler d'eux. Le dimanche après-midi chez moi. J'ai acheté une maison sur une colline surplombant la ville. Elle a une grande allée, assez pour toutes les voitures. Le barbecue fume des hamburgers et des hot dogs. Beaucoup de glucides, beaucoup de tout. Julian est près de la piscine en train d'essayer de convaincre Noah que son nouveau design de bâtiment ressemble à un taco géant. Noah lui lance une frite de piscine. Lucas assiste ma fiancée, Sarah, alors qu'elle essaie de faire le poirier. Je me tiens sur le balcon, regardant l'allée. Les 4 Porsche y sont garés. La bleue nuit, la mienne, est réglée pour le couple. Brute et bruyante. La jaune vif, celle de Lucas, dépouillée, légère, construite pour l'agilité. La noire mat, celle de Noah, avec une carrosserie personnalisée, des angles étranges, complètement uniques. L'argent classique, celle de Julian. Elle a l'air d'origine à l'extérieur, mais sous le capot, il a remplacé le moteur par quelque chose de totalement inattendu. Un système hybride qui la rend silencieuse, mais mortellement rapide. Elles sont de la même marque. Elles viennent de la même usine, mais ce ne sont pas un ensemble. Je pense au mot que mes parents utilisaient, réparer. Nous avons engagé un chirurgien pour vous réparer. Pendant des années, j'ai pensé que réparer signifiait réparer. Je pensais qu'il nous croyait cassés. Mais j'ai réalisé plus tard, dans les moments calmes sous le capot d'une voiture, que réparer a un autre sens. Réparer quelque chose peut signifier le figer sur place, le rendre statique. Épingler un papillon sur une planche pour qu'il ne puisse plus jamais voler, juste pour pouvoir admirer ses ailes. Il ne voulait pas nous réparer. Il voulait nous figer. Il voulait arrêter le temps, arrêter la biologie, arrêter le chaos désordonné et magnifique de la croissance, juste pour pouvoir avoir une image parfaite. Mais on ne peut pas réparer un être humain sans tuer l'esprit à l'intérieur. Je descends les escaliers pour rejoindre mes frères. Et, le mécano, crie Lucas. Les burgers brûlent. Je les aime bien cuits, je réponds en criant. Je prends une bière et je m'assois à côté de Julian. Il a l'air heureux. Il a l'air lourd, poilu et heureux. Ça va, demande-t-il en voyant mon expression. Ouais, dis-je. Je pensais juste. À l'aéroport, j'avoue. À la clé. Julian sourit. Il met la main dans sa poche.
Il sort un porte-clés. Accroché à celui-ci se trouve cette même clé à douille de 10 mm rouillée. Il y a percé un trou et l'a gardé. On s'est sauvé nous-mêmes, Cam, dit-il doucement. Tu as démarré le moteur, mais on a tous conduit la voiture. Je regarde mes mains. Elles sont balafrées. Mes jointures sont enflées par des années de mécanique. J'ai une marque de brûlure sur l'avant-bras. Ce ne sont pas les mains d'un mannequin. Ce ne sont pas les mains d'une star de Quad Squad. Ce sont mes mains. Et elles ont construit une vie qui est désordonnée, bruyante, asymétrique et absolument parfaitement la mienne. Nous levons nos bouteilles. Nous ne portons pas un toast synchronisé. Nous trinquons simplement, en désordre et hors rythme. Aux inadaptés, dit Noah. Aux cassés, ajoute Lucas. À ceux qu'on ne peut pas réparer, sourit Julien. À nous, je termine. Nous buvons. Le soleil se couche sur la ville, projetant de longues ombres sur les 4 voitures distinctes et différentes dans l'allée. Et pour la première fois, je ne vérifie pas le miroir pour voir si je leur ressemble. Je les regarde simplement et je vois mes frères. Et c'est suffisant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Cette histoire ne parle pas seulement d'abus extrêmes. Elle parle de l'idée toxique de perfection et de possession. Mes parents ne nous voyaient pas comme des personnes. Ils nous voyaient comme des extensions de leur propre ego. Ils croyaient que l'amour était une récompense pour la conformité, pas un droit de naissance. La plus grande leçon que j'ai apprise, et celle que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que vous ne devez votre identité à personne. Ni à vos parents, ni à votre société, ni à vos partenaires. Vos bizarreries, vos défauts, vos cicatrices et vos différences ne sont pas des défauts à corriger. Ce sont les choses mêmes qui vous rendent réels. Une copie parfaite n'a aucune valeur. C'est l'original unique, irrégulier, authentique qui est inestimable. Si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous êtes en train d'être modifié pour correspondre au récit de quelqu'un d'autre, sachez que vous avez la force de vous en aller. Vous avez le droit d'être en désordre. Vous avez le droit d'être vous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager ceci avec quiconque a besoin de l'entendre. Restez en sécurité, restez unique, et ne laissez jamais personne vous réparer.